J'ai toujours aimé faire différemment. Le rendu était parfois imparfait, mais le plus important, c'est d'essayer et de s'améliorer. Je me suis lancé le pari de vivre la vie d'entrepreneuse sur mesure dont j'ai toujours rêvé. Travailler quand je veux, où je veux et avec qui je veux. Et vous ? Si vous pouviez choisir de créer une vie sur mesure, que feriez-vous ? Qui rencontreriez-vous ? Parlez-moi un peu de vous alors. Qui êtes-vous ? Alors, qui on est, on peut lui dire. C'est autorisé ? Oui, on a le droit. Allez. En fait, je m'appelle Laurent Boutillier, donc j'ai 37 ans. Et toi, tu t'appelles ? Maud Le Saunier et j'ai 37 ans. Pareil. Très bien. Donc on est des investisseurs immobiliers en fait. On a démarré chacun de notre côté puisque en fait finalement ça fait que 2 ans et demi malheureusement qu'on est ensemble, parce que si on avait été ensemble depuis plus de temps, à mon avis, on aurait fait un carton complet. Mais bon, c'est le démarrage. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Et le fait de s'être rencontrés, on s'est rencontrés à travers 2 passions communes, littéralement, qui sont dans un premier axe, l'immobilier, il ne faut pas se le cacher. On est des passionnés d'immobilier, on adore investir. Et les voyages. On adore voyager. Du coup, on s'est donné une excuse, on s'est dit que pour voyager, il fallait qu'on gagne beaucoup d'argent, donc on est obligé de faire beaucoup d'immobilier pour pouvoir beaucoup voyager. Bah c'est ça. Tu es d'accord avec moi ? Et puis pour les voyages, tu ne vas pas me contredire, puisque c'est elle qui réserve tous les voyages. Donc on est obligé, alors à chaque fois, plus ça va, plus on voyage, on monte de gamme, donc on est obligé d'acheter beaucoup pour pouvoir faire en sorte. Donc en fait, avant de se rencontrer, déjà de notre côté, on avait investi dans nos vies respectives, d'accord, à plus ou moins grande échelle. Oui, toi, tu as commencé plutôt pour l'investissement locatif. Moi, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai commencé comme tout le monde par une résidence principale, un premier appartement, puis vente, puis achat d'une maison, puis revente suite à différentes situations personnelles. Et ensuite, on s'est rencontrés. À savoir que j'ai toujours été intéressée par l'immobilier locatif, donc forcément, ça a été une vraie rencontre puisque ça m'a aidé à passer le cap, notamment quelques mois après notre rencontre où j'ai commencé finalement par un premier appartement ancien que j'ai acheté, que j'ai mis en meublé. Et après, je me suis rendu compte que finalement c'était bien, mais ça suffisait pas. C'est là. Parce que du coup, je me suis rendu compte que l'achat d'un immeuble, en ce qui me concerne, était beaucoup plus rassurant, contrairement à ce qu'on peut croire et les idées reçues qu'on peut avoir. Parce qu'investir dans l'immobilier, souvent ça fait peur et on a du mal à passer le cap. Et du coup, on a continué à investir depuis dans les immeubles de rapport. Et là, du coup, l'idée, c'était effectivement de développer cette stratégie, à savoir que acheter un immeuble à rapport, donc avec plusieurs biens, plusieurs locataires, ça permettait de diluer le risque d'impayé, plutôt que d'acheter un seul et même appartement et être pieds et poings liés auprès d'un seul et même locataire. Donc quand on s'est rencontrés, je lui ai fait le produit par A plus B, de lui dire n'achète pas cet appartement, car si le locataire décide de ne plus te payer, peut-être même parce qu'il a des problèmes de santé, pas simplement qu'il a plus envie, tu dois tous les mois payer à la banque le montant du crédit et des charges. Et que même si c'est un petit appart avec un petit loyer, avec un petit crédit, avec des petites charges, tu pourras plus, tu ne toucheras plus de loyer et derrière tu es bloqué. Tu ne peux plus continuer à investir pour aller chercher d'autres biens parce qu'au niveau de la banque, tu es banqueroute. La banque, elle te juge sur le premier bien et forcément, tu ne peux pas aller chercher un deuxième, un troisième, un quatrième bien et aller chercher. Exactement, le premier investissement, il est super important. Et le fait de partir sur un immeuble, c'est vrai, à chaque fois qu'on en parle, les gens, la première tête, c'est un immeuble. Mais attendez, nous, on veut démarrer, on veut quelque chose, calmez-vous, on y va tranquille. Mais en fait, pour y aller tranquille, il faut se prendre un maximum de sécurité et donc il faut tout de suite diluer le risque en ayant au moins 3 locataires, dont 70% des rentrées locatives couvrent 100% du montant du crédit et des charges. Ce qui veut dire que si on a une vacance locative d'un seul et même logement, l'opération est dite blanche. Donc du coup, au niveau de la banque, on est un vrai investisseur et nous, sur notre compte en banque, on a le temps de pouvoir se retourner et se calmer. Et c'est comme ça qu'on a continué à investir ensemble en achetant immeuble
par immeuble. C'était Et ça du l'idée. coup, ces investissements, ça nous permet d'assouvir notre passion qui est les voyages. Nickel. Voilà. Donc c'est vrai que par rapport à ça, du coup, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble et j'avoue qu'on a quand même fait pas mal de choses déjà en peu de temps. On a encore d'autres destinations à venir. On a fait à court terme. le Japon, on a fait l'Espagne, on a fait l'Italie, on a fait l'Afrique, la Tanzanie, on a fait Zanzibar, on a fait... On a fait pas mal de choses. Après, c'est aussi On a bien bougé. week-end. Enfin, voilà. On a bien bougé. Parce qu'après, accessoirement, on a aussi une vie de famille. Il faut savoir tout concilier, ce qu'on arrive à faire. Alors on fait ça avec 3 enfants. Donc ça c'est important parce qu'on s'est rencontrés, Maud avait déjà 2 enfants et moi j'avais une princesse. Donc du coup on a fait un royaume en fait. Et du coup il faut concilier parce que il ne s'agit pas de dire j'aime les voyages, il ne s'agit pas de dire je vais faire un peu d'immobilier. On a les problèmes de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire qu'on a les enfants qui sont malades, on a les enfants qui vont à l'école, on a les enfants qui ont des associations sportives. Il faut gérer le tennis, le foot, la danse, la gym et les cours d'anglais. Voilà. Donc quand on a concilié tout ça, il nous reste un petit peu de temps. Donc quand on vient nous voir en nous disant « Waouh, j'aimerais trop investir, mais moi tu comprends, je fais 40 heures par semaine, c'est pas possible », on répond toujours « Tu as toujours le temps de faire ce que tu as envie de faire ». On trouve toujours le temps on quand trouve on toujours aime le ce qu'on temps. veut faire. C'est juste une question de se dire j'ai le déclic, C'est je le fais l'organisation. et j'y vais. Parce que pour moi les gens qui ne le font pas, c'est pas de leur faute, c'est simplement qu'on souffre pas de ce qu'on ignore et comme ils ne savent pas le faire, je sais pas le faire donc je le fais pas. Oui, puis donc je me cache derrière des excuses. Bon après, voilà, c'était si simple, tout le monde le ferait aussi. Hein. Enfin, je veux dire. Et c'est vrai que le fait d'être à deux, en couple, on s'entraide beaucoup. Surtout moi je t'entraide vraiment beaucoup. Énormément. Donc à la question, est-ce qu'investir en couple c'est une bonne idée ou non, Ah ouais. selon vous? Oui, parce qu'on a cette chance-là aussi, c'est vraiment d'être passionné par ce qu'on fait. Et on a chacun finalement notre savoir-faire, mais qui n'empiète pas sur l'autre. On a su trouver naturellement. Voilà, il y Le en a rôle de un chacun et les tâches de chacun. La recherche des biens, la gestion des biens, la gestion de la trésor, parce que dans l'immobilier, il faut aussi bien gérer sa trésorerie, sinon on peut tomber aussi très bas. Donc en amont, mais aussi après. Et puis il y a toute une recherche, le suivi, les rôles sont bien définis et c'est nécessaire. On ne peut pas chacun marcher sur les plates-bandes de l'autre. Dans un investissement immobilier, il y a toute la partie gestion, il y a la partie du prêt, il y a la partie des travaux. S'il y en a un qui veut faire les travaux, l'autre il se met dessus, il appelle les artisans, le conducteur, l'architecte, le maçon, le truc, ça fait doublon de partout. Il faut vraiment que les rôles soient bien établis. Ça l'a fait de façon complètement limpide, claire, on ne s'est pas posé la question, c'est-à-dire que Maud s'est occupée de toute la partie du recherche, financement, recherche des biens aussi. Recherche des biens. J'ai été visiter la totalité des biens et derrière ça s'est fait de façon complètement limpide. Et ce qui est super important d'investir en couple aussi, c'est que le mindset, la motivation, la force d'avancer quand on est tout seul, et c'est normal, on est des humains, c'est-à-dire qu'on est très motivé pendant 15 jours, c'est comme quand on va à la salle de sport, hein, le 1er janvier on est capable de faire 300 abdos, le 2 janvier on n'en fait plus que 150 et après on se dit non mais attends, il y a quand même un bon film à la télé. Bon, dans l'idée c'est ça, c'est qu'à un moment donné moi je suis super motivé, j'ai une petite baisse de régime et j'ai d'un seul coup Maud qui me dit attends, tu vas aller la faire la réunion de chantier sinon c'est moi qui vais. Hein. Et du coup ça permet de reprendre un gain comme ça d'énergie et quand c'est elle qui a un coup de mou, j'arrive et je dis attends, les factures, les quittances, là, qui c'est qui va les faire? Et ça permet de remettre comme ça. Et du coup cette alchimie elle fonctionne parce qu'on est à deux. On se booste vraiment l'un et l'autre, hein, parce qu'après on est humain, enfin je veux dire c'est pas parce qu'on fait tout, on fait beaucoup de choses, c'est génial, mais après on est humain, on est fatigué, on a des coups de mou, et du coup c'est bien de le retrouver auprès de quelqu'un qui lui au contraire va être dans une phase plutôt de bonne humeur, et puis on s'entraide beaucoup, et c'est la même chose que si on n'était pas réellement dans cette même perspective, on le trouve vraiment avec des personnes autour de soi qui ont la même façon de voir les choses, mais du coup il faut le construire ou il faut aller chercher justement ces personnes-là. Et puis ça a une vraie valeur de dilution de peur aussi, c'est-à-dire que quand on est tout seul et qu'on doit investir, à un moment donné on se retrouve face à un mur parce que on l'a jamais fait. Et honnêtement, acheter un immeuble, on n'achète pas un immeuble comme on va faire ses courses. C'est-à-dire que si demain on achète une télé, elle nous plaît plus, on va la revendre, on a perdu 100 €, 150 €, on s'en remet. Si demain on achète un immeuble, on n'en veut plus, ça se passe pas de la même manière, hein. La perte elle va être fracassante et puis elle va laisser des dégâts qu'on va étaler sur des années. Donc ça veut dire que quand on fait un investissement, le fait d'être à deux,
la peur, elle vient s'effacer parce qu'on va venir se rassurer. C'est-à-dire que si l'autre dit oui, c'est qu'il y a peut-être une raison de le faire. Donc moi je vais dire oui. Ah, t'as dit oui aussi. Ah, alors dans ces cas-là, on avance et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et moi je sais qu'à certains moments, Maud, elle n'ose pas. Et je vais aller de l'avant et je vais le faire. Et à certains moments, moi je vais pas oser, je vais dire non stop, j'ai l'impression que ça va trop vite, elle va me dire mais non, par A plus B elle va me montrer les chiffres et effectivement je vais y aller aussi. Et ça permet de passer le cap et ça permet d'aller. Moi je suis d'une nature plutôt à temporiser. Parce que mon cher est tendre, lui il a une nature à avoir plein de projets, c'est très bien, mais il faut parfois savoir canaliser et y aller étape par étape. Donc voilà, donc moi c'est vrai que j'ai plus une nature à temporiser les choses, à bien réfléchir, à bien structurer. De façon à essayer d'avancer. Alors je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais en tout cas, on a réussi à bien concilier comme ça en tout cas. Mais si on doit faire un retour sur ça, je pense que pour les gens qui veulent investir en couple, ça se fait vraiment de façon naturelle parce que certains pourraient se dire mais moi j'ai pas de connaissances techniques, moi j'ai pas de connaissances au niveau de la banque, moi j'ai pas de connaissances au niveau. Honnêtement, à deux, on est capable de. Voilà, si demain, honnêtement, on nous disait il faut monter une pension pour chiens, pour les élever, je suis sûr que même sans compétences, comme on est tous les deux, on y arriverait. On y arriverait parce que forcément, l'autre il va prendre des informations, donc il va dire t'es où, moi j'ai acheté des colliers pour les chiens, mais moi j'ai trouvé des laisses, moi j'ai des cages, moi j'ai machin, et on va y arriver. On va y arriver parce qu'on est à deux et du coup on va monter la pyramide. Donc pour les gens qui ont envie d'investir mais qui se disent j'ai pas la compétence de, c'est encore une excuse pour se rassurer. Aujourd'hui, il y a matière pour. Je veux dire, nous, on a appris sur le tas, on a appris par rapport à notre expérience, notre savoir-faire, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a matière pour pouvoir s'entourer des bonnes personnes. Enfin, à mon sens, s'entourer des bonnes, c'est un point essentiel pour pouvoir avancer. D'autant plus quand on a peur, quand on se cache derrière plein d'excuses, d'investissement. Voilà, clairement, l'entourage va y être pour beaucoup. Pour pouvoir avancer. C'est clair. Et puis on a une vraie responsabilité en tant que parents. Nous qui venons d'un milieu complètement modeste, où effectivement on a des parents qui étaient fonctionnaires, où mon papa était chauffeur-livreur, ma maman était assistante maternelle. On n'a pas eu d'éducation dans l'investissement. Et par contre, on a cette mission de se dire, si on arrive à transmettre à nos enfants un big patrimoine de façon à ce qu'il démarre à un niveau au-dessus de celui qu'on a démarré, on a un peu cette mission de vie quoi. Mais toujours avec des bonnes valeurs, c'est-à-dire voilà, vous avez un patrimoine, c'est bien, mais il faut savoir le gérer, il faut savoir le perpétuer dans le temps. Qu'ils aient la valeur de l'argent, mais que ça leur permette de commencer à un niveau un petit peu au-dessus. Parce que nous, clairement, on a démarré de zéro, voire même moi moins, parce que moi je devais être à découvert quand je l'ai rencontré. Moins combien? Non mais dans l'idée, c'est qu'effectivement, je suis un peu impulsif dans tout, donc je vais très vite dans tous les sens. Donc après, c'est d'où le fait que je temporise. Ok, c'est très bien. Donc du coup, le fait effectivement de transmettre ce patrimoine, ça permet de se dire, voilà, j'ai fait quelque chose déjà pour nous, parce que notre immobilier nous génère du cash. Au moment où on parle, au moment où on fait cette interview, à chaque seconde qui passe, on prend des euros du fait que les locataires nous payent les loyers des biens qu'on leur a mis à disposition. Donc on gagne de l'argent chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque heure, chaque année, et on va pouvoir aussi construire un patrimoine pour nos enfants. Et ça, c'est une vraie fierté et un vrai sentiment du devoir accompli. Nickel. Ok, très bien. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme structure pour pouvoir investir en couple, pour démarrer ou après, plus tard? Alors, je pense que ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépendra vraiment de l'objectif de chacun. Pour démarrer, c'est vrai qu'on entend parler du meublé, du non propre, mais après, ça va dépendre vraiment de l'investissement en lui-même. Donc, je pense qu'il faut un peu de tout. Je sais que nous, on a un petit peu de tout. On va avoir à la fois du non propre, on va avoir des SCI à l'IS, à l'IR. Les impacts fiscaux ne sont pas les mêmes, donc ça va dépendre de la TMI de chacun. Je pense qu'il y a vraiment, le travail à faire par rapport à ça, elle se fait global et au cas par cas. C'est c'est vraiment des profils. C'est-à-dire que si dans le couple, il va falloir juger donc déjà les revenus. Est-ce qu'il y a des gros revenus? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une TMI, donc une tranche marginale d'imposition qui est très haute? Est-ce que ce sont au contraire des bas revenus? Est-ce que les deux travaillent? Déjà, ça va déterminer effectivement ce qu'il ne faut pas faire. Comment il ne faut pas investir. C'est-à-dire qu'on va déjà basculer certaines formes d'investissement. Derrière, est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils sont pacsés? Est-ce qu'ils sont célibataires? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que les enfants sont du même lit? C'est-à-dire, est-ce qu'ils les ont eus ensemble, les enfants? Ou est-ce qu'ils ne les ont pas eus? Parce que investir ensemble, quand vous avez des enfants qui ne sont pas du même lit, si demain il y en a un qui décède, vous vous retrouvez propriétaire avec l'ex de l'autre,
ça peut être hyper compliqué de se retrouver avec l'ex de son défunt, Bah non, oui. parce que maintenant t'es veuve ou je suis veuf, ou ça peut être super compliqué à gérer. Donc il faut au moment où on investit pouvoir déjà prendre les devants. Donc on sait, ça s'étudie, voilà, on ne sait pas tout de suite préalable. ce qui peut fonctionner, mais on sait tout de suite ce qui ne va pas fonctionner. Et c'est vrai que quand on rencontre des gens qui veulent investir, la première question c'est est-ce que je crée une SCI, est-ce que j'achète en nom propre, est-ce que je suis en meublé, est-ce que je suis au régime du réel, est-ce que je suis au micro, c'est toutes ces questions-là, mais en fait qui vont dépendre du projet et aussi surtout de la situation actuelle et de l'objectif sur lequel ils veulent tendre. Est-ce qu'ils veulent construire du patrimoine, est-ce qu'ils veulent faire du cash maintenant, tout de suite? On a des gens qui viennent nous voir, ils veulent pas de cash, ils veulent simplement se constituer une retraite. Il y a des gens qui veulent simplement avoir un petit plus parce qu'ils veulent pas quitter leur job, ils sont bien dedans. On était au téléphone, moi j'étais la dernière fois au téléphone avec un mec qui me dit mais avec ma nana on bosse, on s'éclate. Par contre, on a des liquidités et on voudrait bien les investir. Et on pense que la pierre c'est une vraie valeur et du coup on voudrait pas faire de bêtises. C'est différent du couple qui va dire nous on voudrait dans 5 ans, dans 6 ans ou dans 8 ans quitter notre job et être indépendant financièrement en ayant des rentes immobilières. C'est pas du tout les mêmes investissements, clairement. Donc il va falloir conseiller au cas par cas. Donc la réponse de dire il faut absolument acheter en nom propre, faire du meublé pour pas payer d'impôts, cette réponse elle va pas à tout le monde parce que forcément elle n'est pas adaptée suivant le profil. Non, il faut surtout pas faire de SCI à l'IS, faut pas faire, faut rester en nom propre, souvent on entend certains. Moi je suis pas aussi fermée par rapport à ça. Je pense vraiment que c'est du cas par cas et l'analyse doit se faire vraiment personnellement. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Je crois qu'il y avait une histoire sur la RP. Parce qu'on entend différentes choses sur la résidence principale. Il faut l'avoir, il ne faut pas en avoir. Alors, si on achète, moi je dis franchement, sincèrement, moi qui suis du milieu, sincèrement, il n'y a aucune école. Alors, vous allez avoir des organismes financiers qui vont dire non, vous n'êtes pas propriétaire de la résidence principale, donc on ne vous prêtera pas. Souvent, le premier investissement, c'est le plus dur. Une fois que vous avez fait le premier, après c'est bon, ça passe. Si vous avez fait des bons investissements. Maintenant, l'un et l'autre, ça ne changera pas parce que finalement, dans l'encours, on va prendre vos loyers ou votre prêt immobilier en cours. Donc ça va rentrer dans les charges. Donc on est d'immobilier ou pas d'immobilier. Il y a des banques, elles vont préférer que vous soyez propriétaire de votre résidence principale, même s'il y a un encours, ce qui peut être un peu contradictoire parce qu'on va le rajouter dans l'encours. Donc là-dessus, j'aurais tendance à dire, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de règle. Vraiment, il n'y a pas de règle. Acheter un bien en résidence principale, ça fait de la constitution de patrimoine. C'est propre à chacun. Là, l'objectif sera différent. Donc là, par exemple, d'avoir un prêt sur une courte durée, ce ne sera pas déconnant. Contrairement à du locatif, on va plutôt promouvoir des longues durées pour minimiser la mensualité. Donc franchement, c'est... Voilà. Il ne faut pas se braquer sur je suis propriétaire, je suis locataire. Là où il faut se braquer, c'est sur la qualité du dossier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir un organisme de banque, quelqu'un qui a de l'argent, en lui disant est-ce que vous voulez bien me prêter, combien vous êtes prêt à me prêter, est-ce que vous pensez que ça va passer, ça c'est des questions où on ne peut pas les poser. On peut être ignorant avec un notaire et lui poser des questions sur le séquestre, sur tout ce qu'on veut, il va nous répondre. On peut être ignorant avec un assurant sur la délégation d'assurance, il va nous aiguiller. On ne peut pas être ignorant avec un banquier, c'est pas possible. Le banquier, c'est quelqu'un qui a l'argent que l'on doit convaincre pour qu'il nous la prête. Si je n'arrive pas à le convaincre, il ne me prêtera pas d'argent, il ne prendra pas de risque. Si demain moi j'ai de l'argent, vous venez me voir, vous me dites qu'il faut me le prêter, la première réaction c'est pourquoi je vais vous prêter mon argent ? Qu'est-ce que vous allez faire avec, comment vous allez faire fructifier et comment je vais le retrouver mon argent avec des intérêts. Aujourd'hui, la banque, elle achète l'argent à moins de 1%. Ça veut dire que si elle vous finance, la personne qui fait l'affaire, c'est pas la banque, c'est vous. Donc elle va être la dernière à prendre le risque. Donc clairement, si vous allez voir la banque en disant bon je suis locataire, je peux être aussi propriétaire, mais vous pensez que vous pouvez me prêter combien ? Vous avez signé quelque chose, un compromis ? Non, je viens vous voir savoir combien de droits j'ai droit. Non. Vous allez à la banque avec un compromis qui est signé, d'un projet que vous avez trouvé, avec un dossier qui représente tous les papiers. C'est-à-dire il ne manque pas un IRPP, il ne manque pas une paye, il ne manque pas tout ça, et présenté sous forme d'un vrai dossier, avec un prévisionnel, tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on va demander 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 à la banque, on va demander cette somme, il faut vraiment qu'en face, on ait un dossier qui tienne la route. On ne peut pas se permettre d'y aller comme si on allait demander une sucette à la boulangerie, clairement.
Donc il faut absolument qu'on ait ce dossier carré. Que vous soyez propriétaire ou locataire, la différence pour avoir votre prêt, ça va être la qualité du dossier. Ouais, puis après, il faut être objectif sur son investissement. Hein. Forcément, en fonction des revenus de chacun, d'aller chercher quelque chose à 1 million, parce que ça nous est déjà arrivé, on me pose la question. Je comprends pas, le dossier ne passe pas, 1,4 million, je suis salarié, je n'ai pas de biens à l'heure actuelle, il n'y a personne qui veut me le prêter. Bah oui, il faut rester objectif. Il vaut mieux commencer petit et un bon investissement plutôt que de vouloir tout de suite trop gros, parce que l'argent amènera l'argent, les investissements amèneront l'investissement. Donc ça, je pense que là-dessus, il faut rester cohérent avec sa propre situation et objectif surtout. Je suis complètement d'accord, ça reste quand même... Ah oui, et je pense que ça dépend aussi de l'interlocuteur, parce que vous pouvez tomber tout à fait d'une banque à une autre, ça nous est déjà arrivé. Ça dépend vraiment du banquier qu'on a en face de nous. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand vous devenez investisseur de pas mal de biens, l'approche elle va être différente. Forcément, si vous avez des encours, vous allez avoir un taux d'endettement qui va dépasser les fameux 30%. Or, ce qui est important, c'est le reste à vivre. Et comment va être présenté le dossier. Donc, si vous êtes face à un conseiller clientèle lambda, non pas que j'ai quelque chose contre ça, mais je veux dire, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément les connaissances, ou du moins qui n'a pas vraiment par rapport au projet en lui-même, forcément, il ne donnera pas envie à sa hiérarchie de vouloir investir sur ces personnes-là, et donc ce sera un non par rapport au financement. Donc je pense vraiment que ça dépend de l'interlocuteur que vous avez en face. Donc si ça ne passe pas avec un, ça pourra tout à fait passer avec un autre. Ouais, même si on est face à 1, 2, 3 refus, il ne faut pas s'arrêter à ça. Par contre, il faut vraiment avoir un dossier en béton, bien le préparer, vraiment avoir une connaissance de son projet de A à Z. Après, il n'y a pas de raison si on rentre vraiment dans toutes les cases. Ouais, conseil numéro 1, ayez un dossier béton à la banque. Conseil numéro 2, faites au moins 3 banques. Voilà. Conseil numéro 3, si vous n'avez pas le temps, faites appel à un courtier. Après, il y a toujours les courtiers, tout à fait. Nickel.